reprenons, pardon, bien, mon cher Willem, nous reprenons donc la discussion de votre ouvrage sur l'économie et la société de Pompéi à la lumière de ce que nous avons cru apprendre au cours de ces 30 dernières années. Et je reviens à l'introduction de votre ouvrage, page 17, où vous expliquiez, à juste titre, que les historiens du siècle dernier, c'est-à-dire, en l'occurrence, du 19e siècle à l'époque, étaient très fiers de leur capacité à critiquer les documents littéraires, mais qu'ils ne tenaient pas assez compte de ce qui avait disparu dans les sources anciennes. Sur ce point, on ne peut être que d'accord avec vous. Mais la question que je me pose, est-ce que vous avez vous-même tenu compte du biais considérable que représente la disparition des matières périssables dans nos raisonnements? Je m'explique. Le biais est double. D'une part, les archéologues, privés de clés d'interprétation, au moins jusqu'à l'application récente des analyses biochimiques, se sont souvent trompés dans leurs identifications, soit par excès, en faisant des attributions fausses, soit le plus souvent par défaut, c'est-à-dire par absence d'interprétation, ce qui est aussi une erreur presque aussi grave. Et donc, la documentation qu'ils produisent et que vous avez utilisée en tant qu'historien minore et fausse l'appréciation de pans entiers, par exemple de l'agriculture, vous l'avez montré pour la céréaliculture, et de l'artisanat, par exemple pour le bois, pour le textile, pour la parfumerie, etc. D'autre part, la disparition des matières organiques, même dans le cas d'un site aussi bien conservé que Pompéi, fausse notre appréciation de la production et du commerce. Le fait qu'une part probablement majoritaire du vin produit localement arrivait à Pompéi, non pas dans des amphores, mais dans des outres de pot, rend pour le moins aléatoire toute estimation de la production locale par rapport aux importations. Ce que vous appelez l'artefact approach et ce qu'on appelle en français la méthode inductive, c'est-à-dire le comptage des artefacts, des objets archéologiques pour tenter de reconstituer les courants commerciaux, en est donc fortement fragilisé. Donc, je répète ma question, comment peut-on tenir compte, pour une interprétation historique des résultats de l'archéologie, de ce biais qu'est la disparition non seulement des contrats écrits, mais aussi de la matérialité même des objets produits et commercialisés? Personnellement, je n'ai pas de réponse. J'ai seulement toujours plus de doutes lorsque je vois les usages que font certains auteurs des comptages de céramique, par exemple, pour extrapoler des mouvements commerciaux de grande ampleur. Évidemment, on utilise la céramique parce que c'est la seule chose qui a résisté, mais ça fausse très certainement notre perspective. Et donc, je voudrais votre avis d'historien là-dessus. Oui, c'est un problème très sérieux, comme toujours. Et toujours, dans toutes les recherches historiques, c'est la même chose. Il y a beaucoup qui n'a pas survécu. Et de temps en temps, il y a des possibilités qui n'étaient pas suivies. Par exemple, la plaine de Sarno à Pompéi, il y a beaucoup de possibilités, et bien que 30 ans plus tard, bien que j'ai fait, il y a 30 ans, que j'ai fait, il y a 30 ans que j'ai posé la question, qu'est-ce qui se passe par là? Pas encore. Il n'y a pas de fouilles de ferme simple. Nous avons des centaines de villas de l'Empire de période romain et seulement quelques fermes ordinaires.
Alors, c'est pas seulement une impossibilité, c'est aussi notre incapacité d'imaginer, de faire ce qui est vraiment intéressant. Alors, mais il y a aussi des problèmes vrais. À propos des biais des échantillons, je dirais que la meilleure réponse réside dans une archéologie plus rigoureuse, plus scientifique, parce que beaucoup d'aspects ne se relèvent que si vous les examinez avec plus d'attention et les bons outils. Comme la recherche d'archéologie scientifique, je crois vraiment que nous sommes que nous verrons dans les prochaines années, une dizaine d'années, nous ferons beaucoup de résultats très importants que nous n'avons pas imaginés même maintenant. L'histoire du climat, l'histoire de la santé humaine, l'histoire de la nourrisson, vraiment étudiée dans les corps même. Il y a beaucoup de possibilités et je crois vraiment qu'il y a beaucoup de nouvelles réponses. Qui viendront principalement de la multiplication des analyses sur du matériel parfois récolté depuis longtemps, sur des grandes séries de nécropoles, notamment pour partiellement, mais il demande aussi de fouilles beaucoup plus rigoureuses parce que squelettes qui ont été fouillés il y a 30 ans, il est très difficile d'extraire du DNA parce que dans beaucoup de ces situations, le DNA... le DNA, c'est l'analyse génétique. Hein. Yeah. On découvert que le DNA de les rechercheurs même, c'est que ce qu'on voit. Alors, il est nécessaire d'avoir des fouilles très nettes et modernes, je crois. Oui, parce que ce qu'il disait, c'est que on a souvent analysé les restes génétiques des propres fouilleurs et non pas que les fouilleurs avaient laissé sur les squelettes et non pas ceux qui viennent des squelettes. Oui. C'est effectivement un biais considérable. Mais en ce qui concerne le problème des fouilles, je crois qu'il est directement lié au fait que nous sommes dans une société où le chercheur fait partie du spectacle de la société. Et il faut, pour obtenir les moyens de faire une recherche, faire du spectacle. Or, c'est très difficile de faire passer dans notre monde de spectacle, de notre monde occidental, le fait que nous allons nous intéresser à des choses non spectaculaires. Obtenir un financement pour mener un programme de recherche sur des fermes dont il ne va rester que quelques murs peu mal conservés, des sols de terre, aucun objet archéologique digne d'être présenté dans un musée, est quasiment impossible dans notre société. Oui. Pour vraiment faire une recherche historique digne de ce nom, il faudrait que la société soit dirigée par des savants. On en est assez loin. Donc, je suis assez pessimiste. Je sais que c'est ce que nous devrions faire, et j'ai toujours voulu le faire, mais je sais que c'est presque impossible parce qu'on n'obtient pas. C'est très difficile d'obtenir des financements pour cela. On nous demande toujours de faire des fouilles de spectacles. C'est très net, par exemple, lorsque nous avons affaire à des journalistes. Lorsque j'étais directeur du Centre Jean Bérard, très souvent, les journalistes venaient à Naples pour faire un reportage télévision. Et donc, je leur disais, on a une opération très intéressante, par exemple, sur la ville de Cumes ou sur celle de Sépinum. Vous pourriez tourner un reportage et on pourrait aborder telle ou telle question. Par exemple,
le traitement de la mort, l'évolution des maladies, que sais-je, tout un tas de problèmes qui me paraissaient intéressants. Et après m'avoir longuement fait parler, les journalistes finissent toujours par dire « Ah oui, c'est très intéressant. Bon, mais on va quand même aller tourner à Pompéi, n'est-ce pas ?» C'est ça le problème, c'est-à-dire que... le bordel de Pompéi. Oui, c'est-à-dire qu'ils veulent toujours revenir aux mêmes choses qui sont bien connues, jamais sortir des sentiers battus, et même quand on revient à Pompéi, il ne faut pas sortir des belles maisons, des squelettes, de la prostitution, enfin de tout ce qui fait vendre. C'est une limite considérable de nos études, parce que nous sommes prisonniers quand même de ce système, et c'est très difficile d'en sortir. Et à Pompéi, c'était la situation déjà dans le XVIIIe siècle. Oui, rien n'a fondamentalement changé. Et les années dernières, les décennies dernières, on voyait toujours des découvertes spectaculaires à Pompéi, jusqu'au moment qu'il y avait un team de télévision. Oui, donc c'est pour ça que je suis quand même... Nous travaillons dans un contexte de politique et socioculturel, et donc je suis assez pessimiste sur cette possibilité. Je crois qu'on va aller, même intellectuellement, on va essayer de tenter de répondre à ces questions, mais on a peu de moyens disponibles pour le faire. Bon, revenons quand même à nos affaires, et je voudrais qu'on revienne sur une question qui est tout à fait considérable et qui nous agite en permanence, c'est la question de la filière textile, dont vous avez souligné à la fois l'importance fondamentale, puisque dans une société qu'on pourrait qualifier d'ancien régime, les 3/4 des revenus étaient dispensés pour se nourrir, et ce qui restait était destiné à se vêtir et à se loger. Et vous avez aussi rappelé dans votre ouvrage la place majeure de l'industrie textile dans l'économie des villes du Moyen Âge, place qui s'élevait à environ 35% de la population qui était occupée justement à produire des tissus. Et également, vous avez souligné le rôle du textile dans les débuts de la révolution industrielle du XVIIIe siècle. C'est donc une branche fondamentale de l'économie urbaine, et il faut tenter d'en mesurer l'importance. Dans votre reconstruction, l'estimation de l'approvisionnement en laine brute tient une grande place. Vous estimez que, étant donné le niveau de population supposé et l'extension que vous nous avez rappelé du territoire de la ville, il ne restait pas beaucoup de place pour élever des animaux, et donc pas beaucoup de place pour les pâturages, qui aurait nécessité une grande extension des pâturages, aurait nécessité trop de place par rapport à ce qu'il est nécessaire de consacrer aux cultures de blé, dont vous avez souligné l'importance dans la subsistance des hommes. Et je me demande s'il ne faut pas nuancer le tableau, car une variation de la population estimée ou une variation de la hausse des rendements en blé pourrait donner des marges aussi pour l'élevage au vin, dont nous savons qu'il existait, puisqu'il y avait des pâturages publics que Lucius Caecilius Jucundus, qu'on a cité plusieurs fois, prenait à ferme, c'est-à-dire à fermer au sens fiscal du terme. Mais surtout, vous n'envisagez pas, et je me suis toujours demandé pourquoi, que la laine brute ait pu être transportée à Pompéi par bateau depuis les montagnes de l'Irpinia. Donc ça, c'est une question sur laquelle j'aimerais bien avoir votre sentiment. Parce que moi, personnellement, je crois l'inverse, c'est-à-dire je crois que Pompéi est à l'interface de l'intérieur de la Campanie et de la mer, et que donc c'est le lieu où on transforme ces matières premières qui arrivent par bateau, par le Salmon. À propos des textiles, Müller avait tort.
Mais honnêtement, je ne sais pas où est la vérité. Honnêtement, je ne sais pas. Probablement un peu plus que j'avais estimé, mais pas assez pour faire de Pompéi l'équivalent de Gand ou de Bruges au Moyen Âge. Et vraiment, je ne pense pas que l'évidente prospérité de la ville repose sur la production artisanale urbaine. Tout bien pesé, je pense que si les villes antiques étaient si grandes et si nombreuses, c'est que, à la différence des villes féodales du Moyen Âge, elles étaient partie prenante de plus gros secteurs économiques, l'agriculture. Et finalement, en comparaison avec les grandes villes artisanales du Moyen Âge, ces villes étaient si spécialisées en, par exemple, textile, précisément parce que le marché était assez restreint. Dans l'Antiquité romaine, je crois que le marché était plus large, et précisément pour cette raison, la logique de spécialisation n'existe pas. Le marché pouvait supporter beaucoup de petits centres. Alors, Pompéi peut évidemment être un centre comme ça. Mais il est, je crois, presque impossible d'être plus précis. Oui, non, mais c'est intéressant parce que ça, finalement, ça nous ramène à la question de la ville de consommation, la ville de production, qui est probablement, contrairement à ce que vous continuez de penser, peut-être un concept inadapté à l'Antiquité, où on a des villes de production et de consommation à la fois, c'est-à-dire qu'il y a cette production qui est consommée localement, mais la demande intérieure, y compris dans des petits ensembles, n'est quand même pas à négliger, et c'est ce qui a dû faire la prospérité de l'Empire romain. Oui, je crois que la demande est si grande qu'il est nécessaire d'avoir beaucoup de petits centres de production et que la demande locale pouvait supporter beaucoup de petites entreprises. Oui, et c'est ça qu'on voit dans les cités antiques, qu'il y a il n'y a pas de spécialisation, il y a des dizaines de différents types d'entreprises. Mais est-ce que ça, c'est pas lié justement au problème des transports, au fait que, à part le transport maritime, le transport est extrêmement coûteux, et donc il est quand même beaucoup plus rentable, d'un point de vue macroéconomique, de localiser dans toutes les villes toutes sortes de petites industries qui fournissent la demande locale. S'il n'y avait pas de grand avantage d'échelle dans la production, et je crois que c'est vrai pour la plupart des techniques de l'Antiquité, il n'y a pas d'avantage d'avoir une très très grande usine. On peut avoir beaucoup de petites entreprises locales et les frais de transport sont assez élevés. Alors, pourquoi spécialiser? Il n'y a pas d'avantage? Et donc, finalement, la première et peut-être plus importante limite de l'économie antique, c'est le coût du transport. Tant qu'on n'a pas résolu cette question-là, notamment le coût du transport terrestre, tant qu'on n'a pas résolu cette question-là, il n'y a effectivement aucun intérêt à développer une production à large échelle, puisque ce qu'on gagne en abaissant les coûts de production, on le perd dans les coûts de transport. Non. Bien qu'il y a fait assez beaucoup de transport. Les Romains avaient beaucoup de navires commerciaux. Problème pour nous, c'est seulement les amphores dans ces navires qui suffit, pas les textiles. Alors, non, mais on sait qu'il y avait effectivement du transport et on sait qu'il y avait quelques grands centres de textiles. C'est le cas de Padova, de Canusium, etc. Mais
ça ne joue que pour le transport maritime, et le transport maritime, et c'est pour ça que les villes importantes se sont développées uniquement autour de la Méditerranée, le long des fleuves, et ça, c'est une très forte limitation pour tout l'intérieur des terres. Enfin, ceci dit, vous n'avez pas complètement répondu à ou même pas du tout, à ma question sur le fait que, est-ce que Pompéi traite ou non la laine qui vient de l'intérieur? Je ne sais pas. Ah. Alors, On va avancer, parce que ça pose évidemment la question des fameuses installations possibles de lavage de la laine. Vous avez dit, Müller a tort. Je crois qu'assez souvent, il a tort. Mais je me demande si, dans l'interprétation des soi-disant laveries de laine, dont je parlerai dans un prochain cours, qui sont des ateliers qui comportent principalement une longue banquette de maçonnerie dans laquelle est insérée une ou deux chaudières à revêtement de plomb et avec un foyer en dessous, que Müller a interprété à partir de l'interprétation certainement erronée d'une inscription, mais il est quand même peut-être tombé juste par ailleurs. Il les a interprétés comme des ateliers où l'on nettoyait les toisons de laine et où on les dégraissait, donc en faisant chauffer les fibres de laine avec le suin dans des chaudières contenant de l'eau et de la saponaire pour obtenir donc des fibres de laine qui soient susceptibles d'être filées et tissées. Je crois en effet que les travaux de Philippe Borgard, qui a retravaillé sur ces questions à partir de 3 teintureries qui sont situées en 1, 8, 19, 6, 16, 3, 4 et 7, 14, 5, donc les adresses de Pompéi, il a montré que ces teintureries sont équipées de tables de pierre qui voisinent avec aussi des chaudières. Borgard pense, et je crois à juste titre, qu'il ne s'agit pas d'installation de fabrication de feutres, car dans ces installations, l'eau chaude ne retourne pas à la chaudière, comme on peut le voir dans la fameuse peinture de Verecundus sur la Via de l'Abondance, et surtout que ces tables de travail n'ont pas de rebord, et donc que l'eau ne reste pas, l'eau chaude ne resterait pas sur les tables de travail. Et il s'agirait donc pour lui bien d'installation de nettoyage, de dégraissage des toisons. Borgard propose que ce système soit une évolution des installations plus anciennes qui donc comportent ces banquettes de maçonnerie et ces chaudières basses en plomb. S'il a raison, cette interprétation ferait rentrer donc une vingtaine d'ateliers, dont certains ne sont pas de petite importance, dans la première phase, dans la première étape de la filière textile. Je sais que vous êtes opposé à l'époque à cette interprétation, pensant qu'on pouvait avoir d'autres explications alternatives, par exemple que ça aurait pu être des installations de préparation de nourriture. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez évolué sur cette question? Est-ce que le travail qui a été fait depuis vous a paru plus convaincant, ou bien est-ce que vous maintenez vos critiques? Je ne sais pas, à vrai dire. Je n'ai pas vu les exemples de Philippe Borgard. Je voudrais les voir moi-même. Il y a 30 ans, j'avais 2 arguments, à vrai dire. Le premier argument était qu'il était beaucoup plus bon marché de laver la laine au lieu de production, parce que la laine perd environ 50% de son poids. Alors, pourquoi pas le faire dans les montagnes? Et l'autre argument était que j'avais trouvé
un seul exemple qui semble identique à les autres, mais pas mentionné par Müller. Et cet exemple-là est évidemment parti d'une entreprise, restaurant, café ou Capona. Alors, ça me donnait l'idée que peut-être simplement une table pour préparer des repas, mais avec l'archéologie moderne et précise, on pourrait avoir... Ah, ça c'est sûr, parce que bon, aujourd'hui, je ne sais pas si on pourrait le faire rétrospectivement sur les installations anciennes, mais si on en trouvait aujourd'hui, si on dégageait aujourd'hui une de ces installations, les analyses biochimiques permettraient de retrouver à peu près certainement les traces d'acide gras caractéristiques de la lanoline, par exemple, qui permettraient de régler la question définitivement. Moi, je suis assez sensible à votre argument sur la question du traitement de la laine au départ, sauf que, d'une part, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, il est possible qu'il y ait plus de pâturage que vous ne l'avez estimé dans les environs de Pompéi, et donc à ce moment-là, la question ne se pose pas, puisqu'on est juste à côté, et d'autre part, si, comme je le crois, la laine vient principalement de l'Irpinia, c'est-à-dire de la haute vallée du Sarno, et qu'elle arrive par bateau, la question du coût de transport ne se pose pas du tout dans les mêmes proportions. Et donc, ça peut être rentable dans une économie qui est un peu plus intégrée que ce que vous aviez imaginé, de regrouper ces ateliers dans la ville qui est justement à l'interface entre l'intérieur et la mer. En ce qui concerne les explications alternatives, à vrai dire, je ne vois rien de vraiment convaincant parce que, d'une part, et Nicolas Montex l'a bien montré dans un article qu'il a fait dans le Journal of Roman Archaeology, les indications que nous avons sur la présence d'ossements dans ces installations ne concernent qu'une installation de soi-disant lavage de la laine, où on aurait trouvé beaucoup d'ossements, et donc on aurait pu imaginer soit qu'il s'agisse de préparation de conserve, par exemple, ou de fabrication de colle. Ça serait aussi possible, mais ça ferait beaucoup d'usines de fabrication de colle. On n'en a qu'un exemple, et de toute façon, la manière dont les fouilles étaient conduites à l'époque ne permet pas de se faire une idée claire de ce qu'ils ont réellement trouvé dans ces installations. Il me paraît fondamentalement difficile à admettre que on ait utilisé de telles chaudières qui ne ressemblent à rien à ce qu'on connaît pour de l'alimentation, de telles chaudières en plomb notamment pour cuisiner. Ça, je crois que ça tient pas. D'abord, les quantités seraient énormes puisqu'il s'agit de chaudières qui font 1 mètre ou 1,20 mètre de diamètre. On n'a pas d'exemple de choses comparables et franchement, je n'y crois pas une seconde. Mais effectivement, il nous faut de bonnes analyses pour pouvoir y répondre. Je n'ai pas aucun problème de dire que j'avais tort, mais je ne sais pas simplement. Oui, donc je crois que là, c'est ce que peut-être j'avais tort. Oui. Moi, je le crois franchement. Pas de problème. Et c'est ce que je dirais dans un prochain cours où, bon, je crois que tout ça fait vraiment partie d'une filière textile qui a une certaine cohérence. Mais dans le cas où ces ateliers sont bien des laveries, je suis assez d'accord avec vous pour dire que ça ne fait pas pour autant de Pompéi un grand centre exportateur de textiles. Je crois que si tel était le cas, si Pompéi avait été un grand centre textile, nous le saurions par ailleurs.
On le saurait par les textes. On le sait pour des grandes villes comme Canossa ou Padoue, par exemple. Se poserait à nouveau donc la question, qu'on l'a vu, de l'approvisionnement en laine de Pompéi en tant que centre textile de moyenne importance. Et dans ces conditions, je me demande si Pompéi n'avait pas un rôle plus limité, mais sûrement très important, dans le golfe de Naples lui-même. Le golfe de Naples est quand même une zone où on a des villes importantes, notamment Naples elle-même, hein, donc une demande considérable, et nous avons aussi une grande base militaire, celle de Misène. Donc je me demande si il n'y a pas un rôle, non seulement un rôle de la filière textile, non seulement de production pour la population de Pompéi, mais aussi pour les villes de la région qui ne sont pas dans la même situation que Pompéi, en ce sens qu'elles ne sont pas au débouché d'un fleuve qui draine les matières premières depuis l'intérieur. Sorrento, par exemple, qui a été une grande ville de production de vin, n'était pas dans la même situation de pouvoir drainer les productions de l'intérieur. Et donc, on a ce phénomène, et je crois aussi qu'il faut tenir compte de la demande fortement accrue à partir d'Auguste par la présence d'une grande base navale avec qui a d'énormes besoins textiles, des besoins textiles pour vêtir les soldats, qui ont un fort pouvoir d'achat, donc une forte demande, mais aussi pour aussi pour l'armement naval, c'est-à-dire les voiles, etc. Donc, je crois qu'il faudrait non pas imaginer que Pompéi a un grand rôle dans le concert mondial, si on peut dire, en tout cas méditerranéen du commerce, mais que la demande locale, ou en tout cas la demande régionale, a pu susciter une filière industrielle, je n'ai pas peur du mot, un peu provocateur, chacun son tour, dont nous voyons quand même les vestiges que nous avons de la peine dont nous avons la peine à voir l'équivalent ailleurs. Bon, c'est sûr que Pompéi est beaucoup fouillé, c'est sûr qu'on a une photographie à un moment donné, ce qu'on n'a pas en général dans les autres villes, mais malgré tout, on a quand même beaucoup fouillé de villes italiennes ces dernières années, et on a rarement des installations équivalentes. Bon, on en a quelques-unes à Florence, à Ostie, etc. Mais malgré tout, Pompéi ne fait pas le figure. Donc, je crois que si on fait la balance de tout ça, je pense qu'il faut réhabiliter, la filière textile, peut-être la filière du cuir, et j'y reviendrai dans un prochain cours, en liaison justement avec le rôle régional de Pompéi dans le golfe de Naples. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle Ça me semble hypothèse? Une très bonne reconstruction. Pas de problème pour moi. Bon. Si vous voyez, j'ai changé beaucoup de mes opinions. Je n'ai pas changé mes opinions sur les méthodologies nécessaires, les conceptions, mais j'ai changé beaucoup de mes conclusions sur les faits. Oui. Alors, il y a un autre fait sur lequel on va revenir, qui évidemment nous a divisés, mais je sais que vous avez, c'est le cas de dire, mis de l'eau dans votre vin. C'est la question de la production de vin, qui m'occupera à nouveau dans les années à venir. Je suis pleinement d'accord sur la place de la sériculture qui a été sous-évaluée, mais je crois qu'il ne faut pas exagérer dans l'autre sens. C'est un peu le même phénomène qu'avec des affranchis. Vous reconnaissez, et nous reconnaissons tous, que toutes les villes, même les plus petites, comme la Villa Regina, à côté de Boscoreale, ont produit du vin, et parfois en grande quantité. Nous savons que ce vin est exporté en Gaule. On a l'épave du Grand Ribot, par exemple, qui nous le prouve, qu'il est exporté en Afrique, et même en Égypte, où l'on trouve des amphores Dressel de 4,
c'est-à-dire celles qui sont fabriquées à Pompéi, qui sont très caractéristiques parce que leur pâte est indubitablement locale, on les retrouve non seulement dans les forts des routes de la mer Rouge que j'ai fouillées, mais aussi dans les ports de Myos-Hormos et de Bérénice. Les collègues qui ont critiqué ce point, notamment Jean Ambreau, ont souligné qu'une variation dans l'estimation de la population de la consommation moyenne des céréales, en relation notamment avec la consommation des légumineuses, pouvait libérer beaucoup plus d'espace qu'on ne l'a dit pour l'agriculture et l'élevage, mais je sais que vous avez donc accepté cette critique. De même, Scheler, dans sa critique parue dans Athénéum 80 en 1992, avait aussi montré qu'une légère variation de ces rendements moyens, et notamment des rendements moyens des vignes, pouvait changer complètement la donne, et ça aussi, vous l'avez reconnu. Par ailleurs, et c'est là où je voudrais avoir votre avis, la vente du vin, qui dégageait des bénéfices, comme nous le savons, qui ont été évidemment investis dans l'embellissement des maisons, pouvait aussi être utilisé pour acheter des céréales à l'extérieur, des céréales siciliennes, des céréales africaines, voire égyptiennes, notamment dans le grand marché qui était alors Pouzol. Et enfin, dans un article paru en 1998, Felice Senatore a souligné que la plaine du Sarno n'était pas dépourvue de villers et qu'elle était certainement en partie cultivée en vigne. Et selon moi, c'est un argument très fort, car plusieurs villets, comme la Villa 32 sur la colline de Sant'Abiondo, les villets 33, 34, 35, 41 et toutes les villets de la zone de Scafati, le long du Sarno, étaient équipés de pressoirs de Dolia. Je crois qu'il n'y a pas un seul domaine agricole qui ne faisait pas du vin en petite ou en grande quantité. Alors évidemment, c'est très grand pour les grandes villes qui ont qui visent un marché d'exportation, mais tous les producteurs, toutes les petites propriétés faisaient leur vin pour eux-mêmes ou pour une petite vente locale. Donc il y avait aussi des vignes dans la plaine qui devenaient certainement de gros rendements, qui étaient certainement supérieurs à vos estimations. Et donc la consommation locale de vins de modeste qualité, dont je viens de rappeler qu'elle n'est pas détectable par les amphores, serait ainsi résolue et libérerait de gros volumes pour l'exportation. Je crois donc qu'une spécialisation des terres et des cultures a pu se produire et qui a été aussi permise par la facile intégration de Pompéi dans le marché méditerranéen grâce à son port qui était en relation directe avec les réseaux de Pouzol, qui était, comme vous le savez, le grand port avancé de Rome où convergeait l'ensemble des marchandises du monde méditerranéen. Alors, mes questions sont donc de deux ordres. L'existence d'un marché régional bien organisé et approvisionné ne fragilise-t-elle pas l'hypothèse de la prépondérance de l'agriculture, de la sériculture que vous avez avancée, et d'autre part, si, à partir de la fin de la République, Pompéi, en tant que port de la vallée du Sarno et lien avec l'Interland, devient le point nodal des échanges, est-ce qu'on ne sort pas totalement du cadre de l'autosuffisance? En d'autres termes, Pompéi ne paye-t-elle pas une partie de sa subsistance en blé et en légumineuses par ses ventes de vin et dans une moindre mesure de tissu, libérant de la main-d'œuvre pour des cultures ou des artisanats relativement plus rentables, ce qui expliquerait l'amélioration du niveau de vie qu'on croit déceler dans les classes populaires. Et donc, en quelque sorte, c'est une contestation extrêmement radicale de votre modèle. Le vin était important, beaucoup plus que je l'avais réalisé. Mais il y a des limites, précisément parce qu'il est possible de produire beaucoup de vin sur une petite surface. Ça, c'est le
problème avec mes reconstructions, mais c'est aussi le problème avec toutes les autres reconstructions. Cela fragilise mes calculs, qui sont probablement faux, mais cela signifie aussi qu'en termes de surface agricole, la viticulture ne dominait pas dans le paysage. Si toute la surface agricole utile de l'Italie était couverte de vignes, et sur la base d'une estimation basse, on aurait eu une production de 200 millions de hectolitres par an. La population de l'Empire romain aurait été Saoul en permanence. Et cela sans compter les vignobles de Grèce, de Gaule, d'Espagne, etc. Également, un tel calcul pour le territoire de Pompéi rend un chiffre total d'une production de 400 000 hectolitres, au plus de 1000 litres de vin par personne, y inclut les enfants. Alors, nous avons un problème. La viticulture n'a pas besoin de beaucoup de surface d'agriculture. Pour cette raison, j'avais tort. Mais c'est pour la même raison. Il est presque impossible de s'imaginer un territoire pompéien presque entièrement couvert de vignes. Il est possible qu'il y ait des vignes le long du Sarno. Vous avez mentionné quelques villas dans cette région. Oui, d'accord. Mais il est impossible de s'imaginer que toute la région était couverte en vignes, parce que c'est simplement trop, beaucoup trop. Et j'avais seulement utilisé des estimations très, très basses. Vous croyez que les rendements sont beaucoup plus élevés, alors il y a fait besoin de beaucoup moins de territoire. Il y a des limites sur le possible. Mais il y a une autre chose que je n'avais pas discuté il y a 30 ans, et c'est la rentabilité. Récemment, j'ai fait quelques calculs sur la rentabilité de la viticulture en comparaison avec les céréales, rentabilité financière. Mes calculs donnent un rendement financier de plus de 20 ans comparé avec la céréaculture. Produire du vin coûte plus de travail, bien sûr, mais je crois que la viticulture était très, très lucratif. Alors, c'est ça que nous voyons, je crois. C'est ça. Oui. La population aurait été saoule, mais effectivement, vous soulignez le problème a existé. C'est bien pour ça que, justement, dans les époques qui nous occupent, ou immédiatement après, sous le règne de Domitien, Suétone nous dit qu'une année où la récolte de vin était particulièrement abondante et la récolte de blé pas assez abondante, on s'est trouvé devant des difficultés d'approvisionnement. Ça veut bien dire que, au niveau même de l'ensemble de l'Empire, ou en tout cas de l'Italie, la production était devenue telle, c'est-à-dire il y avait eu un tel investissement dans la viticulture qu'il n'y avait plus assez pour nourrir la population. Et donc ça posait un vrai problème politique. Je ne sais pas. Je crois que c'est un discours moral, pas nécessairement économique. J'en suis pas complètement convaincu. Mais je crois qu'il y a un fond de vérité. Bon, après que ça ait été développé d'un point de vue moral, c'est sûr, puisque bon, il y a tout le discours de Suétone sur Cérès d'un côté, Bacchus de l'autre, les cultures immorales, etc. Mais je crois que si ça arrive à ce moment-là, c'est qu'il y a bien un problème, on atteint une rupture, c'est-à-dire on atteint la limite. Évidemment, il est possible qu'il y ait fait une mauvaise récolte, mais pas nécessairement parce qu'il y a trop de production de vin. Parce que je crois que simplement les besoins des territoires pour produire si beaucoup de vin n'est pas si grand qu'il est possible qu'elle a fait une que ça signifie une constriction sur la production céréale.
C'est simplement un calcul de base que je crois que c'est impossible. Mais une fois de plus, on peut rechercher ça avec l'archéologie moderne. Qu'est-ce qu'on faisait dans l'agriculture? Nous avons fouillé des villes, mais qu'est-ce qu'on faisait? Quel produit? Oui, non, nous sommes bien conscients que c'est là-dessus qu'il faut travailler. Mais donc, nous avons progressivement élargi notre discours au-delà du cas pompéien, puisque nous abordons des problématiques véritablement macroéconomiques. Et ça m'amène à deux autres questions, pour finir en quelque sorte, qui est une question sur l'intégration de la ville dans le marché méditerranéen, qui est pleinement actif au 1er siècle après Jésus-Christ, en particulier dans le golfe de Naples, et par conséquent sur le rôle joué par Pompéi au-delà du débat sur la ville de consommation et la ville de production. Comment voyez-vous aujourd'hui cette intégration et quelles conséquences produit cet éventuellement changement de perspective sur le modèle que vous aviez il y a 30 ans? Globalement, en fait, quelles sont les fonctions de la ville? Alors, nous sommes d'accord qu'elle produit surtout pour la consommation locale, notamment pour les classes aisées, mais nous avons l'intuition grandissante qu'une part de la production est bien vendue sur le marché méditerranéen. Nous avons vu le cas du vin, nous avons vu le cas possible des textiles, éventuellement du cuir. Nous avons vu que probablement Pompéi transforme des produits bruts de l'arrière-pays pour les vendre dans la région, voire légèrement au-delà, et donc que, en quelque sorte, cette ville jouerait un rôle d'interface, et suivant le modèle proposé pour la ville de Césarée de Maurétanie par Philippe Levaux, de ville organisatrice dont les cadres dirigeants organisent le territoire en adaptant les productions aux opportunités du moment, parce que c'est en ville qu'arrivent les informations sur l'état de la demande, c'est en ville que se confrontent les idées et que se diffusent les innovations techniques. Au moment de l'éruption, on sent véritablement une croissance. La ville, malgré le drame du tremblement de terre de 62 ou 63, se couvre d'ateliers, de nouveaux ateliers qui sont plus grands, mieux équipés, par exemple de presse à vis pour les foulons et les parfumeries, les foulonneries et les parfumeries, alors que nous savons que c'est une invention récente, et d'ateliers qui sont aussi plus rationnellement organisés, plus grands et à la pointe des techniques, comme par exemple dans le cas de la tannerie. Donc, comment vous intégreriez ces innovations et ces améliorations organisationnelles dans votre modèle de base? Comment vous le modifieriez en quelque sorte? Une fois de plus, la ville de consommation. Et une fois de plus, nous sommes probablement plus ou moins d'accord. Je pense toujours que la ville de consommation est un modèle utile. En ce sens que je crois fermement que l'agriculture est la base de la prospérité des villes. Il n'y a aucune raison de penser que ville de consommation égale pauvreté ou sous-développement. Finley avait une approche dichotomique, l'ancien et le moderne, dans lequel moderne signifiait la société industrialisée et ancien tout le reste. Je pense qu'il avait raison, comme les historiens de l'école des Annales, de souligner que la différence entre le monde pré-industriel et industriel est effectivement énorme. Mais je pense aussi qu'il y a fait d'énormes différences entre les sociétés pré-industrielles et que l'histoire ne suit pas un progrès linéaire. Il y a fait vraiment decline and fall, déclin et chute. Je crois aussi que nous, historiens de l'économie romaine, avons permis à tort de nous laisser séduire par la façon même que Finley a posé la question, c'est-à-dire pourquoi il n'y avait
pas une économie moderne dans l'Antiquité. Il nous a aussi séduit qu'une mentalité bourgeoise est la clé. La question correcte, je pense, est d'abord de se demander que l'économie antique a réalisé en comparaison avec d'autres économies pré-industrielles. Puis, on peut se demander pourquoi elle a réalisé ce qu'elle a réalisé, ce qui est beaucoup dans mon avis. Et plus que en beaucoup d'autres sociétés pré-industrielles. Et puis, on peut se demander pourquoi elle a décliné. Ça sont les questions modernes, je crois, en comparaison avec les questions que j'avais il y a 30 ans. Ce sont des meilleures questions, ce que je crois. Il est toujours important de demander de bonnes questions. Bien, ben merci. Et donc, nous avons désormais de nouvelles questions à nous poser. En tout cas, la perspective a changé et je crois que nous ne sommes plus maintenant omnubilés par le fait que nous sommes obligés de trouver une bourgeoisie pour penser qu'il y a développement et s'il n'y a pas de bourgeoisie, il n'y a pas de développement, etc. Je pense qu'effectivement, les choses sont beaucoup plus complexes et on aurait dû aller totalement au bout de la démarche de Moses Finlay, c'est-à-dire le monde antique est un autre monde, une terre étrangère, et évidemment, nos schémas d'interprétation ne s'appliquent pas à eux, et on n'a aucune raison d'appliquer le mode de développement que nous avons connu au moment de la révolution industrielle, les structures sociales qui ont permis cela, pour penser le monde antique. Le monde antique est fondamentalement différent, et il y a pu y avoir, et il y a eu certainement d'autres voies de développement qui expliquent la croissance que l'on constate quand même au 1er siècle avant Jésus-Christ, au 1er siècle après Jésus-Christ, et qui doivent expliquer aussi les limites du système et le progressif déclin que l'on voit par la suite. Nous arrivons à la fin de notre séminaire et je ne puis que vous engager à poursuivre cette étude en venant demain à la prochaine conférence du professeur Youngman qui se tiendra ici même et qui portera sur le niveau de vie. Le niveau de vie, carrément. Alors, était l'économie avait réussi ou non, et pendant une période oui, et pendant une autre période non. C'est-à-dire fondamentalement, est-ce que le niveau de vie individuel de la population a augmenté ou non, ce qui est le critère fondamental finalement du développement. Je vous remercie.